et qui ne soit pas limité à des associations de protection de l'environnement ou aux propriétaires. Le deuxième point, c'était par rapport à la question de l'arrêté d'occupation temporaire. Ça serait là aussi de revoir la loi de 1892 et de limiter les travaux possibles dans le cadre d'un AOT. Parce que clairement, là, il y a un vrai problème, et c'est pas le premier projet où ça se pose. Il y a un vrai problème dans l'ampleur de ce qui est faisable avant même l'expropriation. Donc c'est des questions de calendrier aussi. Le troisième point que je voyais, c'était sur les questions de ce qui permet aussi à ces projets d'exister, c'est-à-dire l'utilité publique ou les raisons impératives d'intérêt public. C'est parce qu'on considère que c'est vraiment très important pour la collectivité de faire ces projets-là qu'on peut les faire. Et peut-être que ça serait aussi intéressant que le législateur mette dans le droit le fait que la protection de la biodiversité, que la protection du climat, que la protection des forêts soit aussi mise en balance à l'intérieur de ces raisons impératives d'intérêt public majeur. Est-ce que la raison, est-ce que dans un projet comme ça, on a plus intérêt collectivement, en tant que société, à protéger des hectares de terres agricoles et de forêts, des espèces protégées, le lit de la Loire, ou à construire une déviation? Je continue parce que du coup j'avais d'autres trucs. Il y avait aussi cette question de clarifier la question de la compensation. Parce que dans le droit actuel, l'objectif, il est clairement énoncé, c'est celui de zéro perte nette de biodiversité. Plus ce que disait Fabrice, s'ajoute à ça le zéro artificialisation nette. Alors ça c'est dans, je sais plus, dans neutralité carbone. Ces gens-là ont écrit, je te filerai les références de l'étude, mais c'est une étude qui fait une sorte de bilan des mesures compensatoires et qui expose que dans 80% des cas, les mesures compensatoires ne permettent pas de compenser les pertes, loin de là, tout simplement parce qu'on passe d'un espace naturel sur lequel il y a du monde, il y a de la biodiversité, on l'artificialise complètement, donc on perd toute la biodiversité, et par contre on va compenser sur des espaces qui sont eux déjà naturels. Et on va améliorer, donc on va peut-être gagner, je sais pas, 10%, si on peut quantifier ça, on va peut-être gagner 10% en améliorant la gestion d'un bois. Par contre, on est sûr qu'on aura tout perdu dans l'autre bois. Du coup, ça voudrait dire que si on suit le texte de loi, à partir du moment où on veut construire une route, il faudrait désimperméabiliser l'équivalent en surface. Ou si on veut construire un centre commercial, il y a un parking de la même surface qui doit disparaître. Ça serait un objectif qui serait un peu conséquent. Les complémentaires, j'en ai parlé. L'indépendance et le caractère contraignant des avis. Ouais. Les mesures compensatoires par rapport au Baïluzard, elles n'ont pas été faites, puisqu'il n'y a pas de nid qui s'est reconstruit. Il faut le préciser, parce que tu dis dans le compte-rendu qu'il y a des mesures compensatoires pour certaines espèces, mais en fait, elles n'ont pas été faites. Alors, elles sont prévues. Elles sont en fait... Le Baïluzard, où est-ce qu'il va aller l'année prochaine? Oui, mais alors en fait, c'est ça qui est compliqué. Mais c'est des histoires où en fait, on considère que le nid n'a pas été détruit, puisqu'il est... Mais en fait, le CNPN demandait à ce que ça soit anticipé, mais c'est pas très clair légalement. Ils ont prévu de faire une plateforme dans les 3 ans, ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, ils ont prévu une mesure compensatoire. Après, elle peut être toute pourrie, mais ils ont prévu quand même, parce qu'ils étaient obligés. Mais par contre, l'idée, c'était de dire toutes les autres espèces, en fait, ils en parlent même pas, quoi. Et le dernier point, deux derniers points, je fais vite. C'était sur cette question de police de l'environnement. Parce que là, quand on a été confronté au déboisement aux machines, on a été confronté à une incurie totale de la gendarmerie sur ces questions-là, et à une absence de recours possible, en fait. C'est-à-dire qu'on a des illégalités flagrantes devant les yeux, et on ne peut rien faire. Alors on peut appeler l'ONCFS, mais ils mettent du temps à venir. Et puis voilà, on ne sait pas très bien comment faire. Donc il y a une vraie difficulté à faire valoir les irrégularités, et tout ce que nous répondait la commandante de gendarmerie, c'était déposer plainte, ce qui veut dire aller au pénal, ce qui veut dire avoir une réponse dans 8 ans.
Donc quand on est en train de voir des arbres se faire défoncer, c'est pas évident d'entendre ça, quoi. Donc là, il y a un vrai souci aussi de qui s'assure du respect des arrêtés préfectoraux. Alors c'est censé être l'ONCFS et l'AFB un peu, je crois aussi. Mais en fait, il y a un vrai souci sur le terrain, et vu que les effectifs ont diminué, je ne sais pas si ça va s'arranger, quoi. Et le dernier point, la dernière proposition, c'était, ensuite je me tais, c'était que là aussi, lorsque des zones, puisqu'on disait que on n'a pas du tout épuisé tous les recours juridiques. Donc il y a plein de choses qui sont encore pendantes, il y a plein de choses qui n'ont pas été jugées. Et pourtant, les travaux commencent. Alors effectivement, le temps juridique, le temps judiciaire, il est long, mais on pourrait peut-être imaginer que là aussi, dans le cas où des zones protégées sont concernées, de mettre une conditionnalité à ça, et dans le cas où des zones protégées sont concernées, il y a une obligation d'épuisement des recours avant que les travaux ne commencent, c'est-à-dire avant qu'il y ait une destruction irréversible d'espace, qu'au moins on sache si c'est légal, qu'il y ait que les juridictions se soient prononcées, quoi. Voilà. Je veux bien du coup... Il y a peut-être des... Je sais pas s'il y avait... Tu veux parler tout de suite ou j'enchaîne, comme tu veux, Ouais, je veux parler tout de suite. Vas-y. Comme ça, après, j'aurais pu. Pour remettre vraiment aussi en péril le projet si on se rendait compte que c'était beaucoup plus que 100 millions d'euros. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? J'aurais voulu poser une question, je ne sais pas si c'est possible. On s'est dit qu'on faisait en phase de conclusion après, vraiment les... Ouais, voilà. Moi, je veux bien répondre à ta question et en fait compléter rapidement les choses qu'ont pas dit mes camarades. Notamment sur la question des solutions. En fait, ce que je me suis bien rendu compte aujourd'hui en parlant avec Monsieur Guérin, qui fait partie des historiques porteurs du projet, c'est qu'en fait, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'en fait, ça fait 25 ans que tout le monde crie que ce projet, que la vie à Jargeau, à Saint-Denis-d'Hôtel est insupportable, et qu'en fait, il n'y a absolument rien qui a été fait en termes d'aménagement routier, de mobilité douce, en termes de sens commun, de juste peut-être mettre les gens en lien pour qu'ils ne roulent pas tout seuls dans leur bagnole le matin ou le soir, et qu'il n'y a rien qui a été fait. Et que du coup, c'est ça qui participe à mettre les gens dans le fait accompli, avec parce que les gens qui étaient là avec lui, eux, ils pensent vraiment que sur leur vie, elle est horrible, en fait. C'est parce que ça fait 25 ans qu'on leur dit que leur vie, elle est horrible. Et qu'on leur dit pas qu'en fait, il y a peut-être possibilité de s'organiser autrement pour faire que ça soit moins horrible, pour qu'il n'y ait pas des embouteillages, pour qu'il y ait moins de voitures dans les centres-villes. En plus, le flux a diminué. En plus, le flux a diminué. Donc, il y a déjà ce truc-là qui est quand même aberrant, quoi. Ensuite, le truc qui est le plus aberrant, quand même, c'est qu'en fait, ce projet, qui est un résidu du
c'est pas une déviation de Jargeau et Saint-Denis-Hôtel. Le président de la métropole l'a dit lui-même. Et ça, en fait, dans la presse et dans tout ce qui sort publiquement là-dessus, on n'en parle pas. On parle de la souffrance des gens de Jargeau et de Saint-Denis-Hôtel, et nous, on est des gens qui nous soucions plus des balbuzards et des oiseaux et des insectes que des gens. Et des enfants qui risquent de mourir tous les jours en traversant la route à Jargeau. C'est à ça qu'on est servi. C'est à ça qu'on est assigné, nous, en tant que gens qui essayent de sauver un peu ce qui se passe, quoi. Et je terminerai là-dessus, par rapport aux gens, et ça c'est un truc qu'on peut généraliser, et c'est une proposition, parce que moi j'en ai marre, c'est la question des enquêtes publiques, quoi. C'est quoi ce BINS? On a une enquête publique qui a eu lieu en 2015-2016 sur un bassin de 15 000 habitants, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais autour de 15 000 habitants qui étaient concernés par le projet. On a 2200 contributions qui ont été faites grâce au travail formidable des associations locales qui ont réussi à fédérer localement, qui ont monté une coordination qu'on est en train de relancer aujourd'hui, qui s'appelait la Loire Vivra, qui s'appelle encore la Loire Vivra. 2200 contributions, 1600 avis non favorables. 75%. Pourquoi ce projet peut même exister, peut encore exister, peut ne serait-ce qu'exister avec ce 75%-là? Où est-ce qu'on est? À quoi ça sert? Et ça, moi je suis militant anti-nucléaire par ailleurs, je veux dire, il y en a marre des enquêtes publiques qu'on nous sert tous les 5 ans pour valider des projets qui sont décidés depuis 30 ans, et où en fait, quand on nous demande de parler, et quand on dit qu'on boycotte, on dit qu'on participe pas au débat public et on nous assigne des terroristes, parce que c'est ça qui se passe, parce que les militants écologistes sont des terroristes aujourd'hui en France. Pourquoi en fait, à un moment donné, juste respecter le fait que s'il n'y a pas une enquête publique, enfin si l'enquête publique n'est pas faite de manière, et une méthodologie d'enquête publique qui fasse qu'il y a un réel, audition populaire qui se mette en place, que les gens soient vraiment auditionnés, parce qu'à la fin, c'est leur vie, quoi. C'est leur vie dont on parle. Les gens qui sont compétents pour parler de ce qui se passe, c'est pas Guérin qui a vécu toute sa vie à Saran, quoi. C'est les gens qui vivent à Jargeau, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, et eux, tous les jours, quand ils passent dans la bagnole, ils ont des idées et des propositions de solutions alternatives dans leur tête, mais ils ont juste aucun endroit pour en parler. Donc nous, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est ça qu'on fait quand on monte une lutte, une ZAD ou tout ce qu'on veut. En fait, on met en place juste un espace pour se parler et se rencontrer et échanger, parce qu'il n'y a plus nulle part d'autre dans cette putain de pays où est-ce qu'on peut parler, quoi. À vous. Un grand merci pour ces témoignages. On va peut-être passer aux deux syndicalistes. Juste en amont de ça, quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important qui a été dit. C'est toute la question des oppositions qui sont faites très souvent. Alors déjà, les alternatives ne sont pas étudiées, ça c'est une des choses que vous avez montré. Notamment une des choses qui n'a pas été évoquée, mais je tiens à l'évoquer, c'est la reprise de la ligne ferroviaire Orléans-Châteauneuf, parce que ça c'est aussi une des solutions qui pourrait être faite. Et puis, dans les choses dont on ne parle pas, on oppose souvent, alors écologie, emploi, on fait écologie, économie, enfin, toute une série d'oppositions qui sont en fait des fausses oppositions et qui sont aussi toujours des pensées à court terme. Et quand l'ancien maire me dit, quelqu'un qui était avec lui, est-ce que vous préférez la vie d'un enfant qu'on doit récupérer parce qu'il s'est fait écraser par un camion? On m'a sérieusement dit ça tout à l'heure. Hein. Ou quelques arbres qui ont été coupés. Ça contribue à ce genre d'opposition complètement farfelue, parce que si on rappelle les chiffres quand même, dans notre pays, 67 000 personnes meurent prématurément à cause de la pollution. Dans notre pays, 87% des marchandises sont transportées par la route et non pas par le rail. Et ça, c'est une des choses aussi qu'on pourrait dire et qui pourrait contribuer à ça. Et puis, à Orléans, on connaît ça, mais je veux dire, on va le connaître 1000 fois plus dans les années qui viennent si ce genre de projet inutile est mis en place. Lorsque les gens ils sont sous l'eau, dans des crues, je veux dire, la vie elle n'est pas agréable non plus en termes de souffrance, et ça va arriver de plus en plus souvent si on continue de bétonner les sols. Donc c'est ce genre d'opposition, c'est des genres d'opposition complètement absurdes qu'on nous sort absolument tout le temps et qui justement ne vont pas dans la globalité des choses, parce que bien évidemment qu'une lutte pour l'intérêt général, elle se soucie justement des conditions de vie des personnes, et à partir de là elle construit des choses, et à partir des besoins des personnes et non pas de ce qu'on invente partout. Bon, ceci étant dit, donc je voulais passer la parole à Philippe Canal et à Vincent Vauquelin. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites autour de ce projet-là. Peut-être que si vous voulez peut-être déjà commencer, parce que vous êtes tous les deux syndicalistes de services publics qui vont quand même très mal, entre des réductions d'effectifs, des suicides parfois malheureusement, une perte d'expertise publique. Donc peut-être qu'il faut parler de ça aussi, parce que ça rejoint
des choses qu'on voit dans ce projet-là, notamment sur la possibilité d'avoir une police de l'environnement, le fait qu'Emmanuel Macron ait beaucoup assoupli le droit de l'environnement. Et après, au-delà de la situation présente, si vous voulez peut-être réagir aux propositions qui ont été faites et comment vous voyez aussi la possibilité pour et l'ONF et l'AFB, donc qui devient l'Office français de la biodiversité, comment vous voyez quel rôle devraient avoir vos organisations justement pour empêcher que ce type de projet puisse exister et qu'il y ait vraiment un intérêt général qui prévale. Ouais, merci beaucoup. Donc bonjour, je suis Philippe Canal, je suis forestier à l'ONF dans la Nièvre, donc je viens en voisin. Je ne suis pas un spécialiste du projet contre lequel vous vous battez, ni un spécialiste de la forêt domaniale d'Orléans, déjà pour préciser. Donc je suis secrétaire général du SNUPFEN Solidaire, qui est le premier syndicat des personnels de l'ONF. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je suis ici, parce que pour nous, forestiers, quand on voit des citoyens se fédérer pour défendre la forêt, c'est un immense plaisir, puisque c'est notre vocation à nous, même si, comme on a pu voir, tout ce qu'on fait est loin d'être irréprochable, et en tout cas améliorable. Voilà, donc on tenait à être présent aujourd'hui dans le cadre de cette commission parlementaire, comme on a pu être présent auprès des citoyens à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, et dans la Nièvre à Sardy-les-Épiéries, donc contre un projet de méga-scierie qui là aussi devait faire disparaître une centaine d'hectares de forêt. Et ils ont gagné. Et ça a été gagné, comme quoi ça peut se gagner, et comme quoi... Voilà, donc le sujet tel qu'on l'a compris avant de venir, donc c'est le sujet de l'artificialisation des sols. En France, on dit beaucoup, il faut battre cette idée en brèche, que la surface des forêts augmente, ce qui est un peu le prétexte à faire disparaître de la forêt partout. Par contre, quand on lit certaines statistiques sur, donc, notamment du ministère de la Transition écologique et solidaire, on s'aperçoit quand même que sur les 20 dernières années, c'est 180 000 hectares de forêts et de milieux naturels qui ont été artificialisés en France. Donc, soit qui sont devenus des terres agricoles, soit qui sont devenus des zones commerciales, industrielles, habitations. 180 000 hectares, la forêt française, c'est 18 millions d'hectares. Donc, on est quand même sur 1%. C'est tout sauf anodin. Et c'est vrai que l'expérience de beaucoup de forestiers publics et privés, c'est plutôt quand même la sensation que depuis une dizaine d'années, la surface de la forêt en France, elle baisserait dans un certain nombre de régions. Donc à tous les gens qui disent au quotidien la surface des forêts françaises augmente, il y a de quoi remettre ça en perspective. Ce qu'on s'aperçoit aussi dans ces études sur l'artificialisation des sols, c'est qu'il y a très peu de reconversion de terrains artificialisés, c'est-à-dire qui reviendraient en agriculture ou en forêt. C'est quand même un sujet, c'est un sujet important et ça peut rejoindre certaines propositions de loi justement par la suite. Bon, dans notre pays, le débat, mais c'est partout le débat, c'est notre espèce, elle veut s'émanciper des limites, on est sans limite, on va au-delà des limites, et ben non, notre planète, elle a des limites. Nos ressources naturelles ont des limites, nos forêts ont des limites, et on ne peut pas aller toujours plus loin. Collectivement, il apparaît quand même de plus en plus clair que c'est pas toujours du toujours plus qu'on veut, mais nous, ce qu'on veut, c'est du mieux maintenant. Et c'est ce qu'expriment les citoyens. Et il faut aller vers cette décroissance-là et arriver à stopper cette artificialisation, parce qu'il y a des limites. Voilà, c'est tout, parce que nos forêts ne sont pas illimitées, nos terres agricoles non plus, et on s'aperçoit que quand même on a une explosion dans ce pays des friches industrielles, des friches commerciales. Un supermarché, il veut s'agrandir, ah bah tiens, à cet endroit-là ça ne lui a plu, il va 10 km plus loin, et puis il laisse des zones, et voilà. Et c'est là qu'on aboutit, on arrive quand même au sujet de la loi.
Aujourd'hui, il est beaucoup trop facile pour quelqu'un qui veut changer d'implantation de changer de site. Il est obligé de rien du tout. Il n'est pas obligé de dépolluer. En tout cas, des sites pollués, il y en a des centaines de milliers en France. Il n'est pas obligé de remettre en état. Pourquoi il ne remettrait pas en terre agricole? Il a trouvé une terre agricole, il pourrait remettre. S'il a trouvé une forêt, il replante une forêt. Ce qui amènerait aussi à une certaine réflexion avant de toujours changer de site et toujours aller artificialiser plus loin. C'était le sujet de l'habitat. Hein. On prévoit de faire 50 000 logements alors qu'on a un taux de vacances de logement énorme de plus de 20% dans certains secteurs. Hein. Voilà. Et il y a aussi un sujet de... Alors bien évidemment, il ne faut plus défricher, mais il y a un sujet, on s'aperçoit quand même, et c'est tout l'intérêt de cette commission parlementaire et de ce projet de loi forêt, que dans la loi, par contre, les défricheurs, eux, ils s'en occupent depuis un bon moment. Ils font tout pour faciliter le défrichement. La loi d'avenir agriculture et forêt 2014 a supprimé un des piliers de la réglementation par rapport au défrichement, hein, qui disait que si vous étiez autorisé à défricher, il fallait, pour compenser, donc replanter ou redonner des terrains à boiser pour 2 à 5 fois la surface que vous défrichiez. Donc en rapport avec l'intérêt environnemental, l'intérêt de production, de protection, etc. Et ce pilier-là, donc on a bien compris qu'une fois qu'on applique ça, la surface de la forêt en France, elle ne peut pas diminuer, elle peut à la limite qu'augmenter. C'était un pilier qui a permis, depuis 2 siècles, que la forêt en France repasse de 12% à, on est bientôt à... On arrive aux 28%. Donc le taux de boisement a doublé dans ce pays. La surface de la forêt a doublé pour différentes raisons, mais pour celle-là aussi. Et on voit que les défricheurs, ils s'en occupent, puisqu'en 2014, cet article de loi a disparu. Et aujourd'hui, le préfet ne peut plus l'imposer. Il peut toujours interdire le défrichement, mais il ne peut plus imposer ça. Et à la place, celui qui est autorisé à défricher, à la limite, il verse une somme... dans un crédit de l'État qui n'est même plus destiné à racheter des terrains ou à reboiser des terrains hein, pour remplacer la surface de forêt qui a disparu, mais juste dans un budget qui en grande partie sert à la com de la filière. Hein. Donc les défricheurs, eux, ils s'occupent de faire changer la loi. Ça veut bien dire que la loi reste un outil important pour lutter contre tout ça et qu'il y a des choses à voir sur ce sujet. Donc, au niveau de la loi, les idées, ça pourrait être quand même rendre difficile le défrichement, même si dans l'absolu, ce serait de l'arrêter. Et quand même, si on était obligé de remettre en état un terrain une fois qu'on l'a bétonné, ça amènerait une réflexion avant de changer d'implantation quand même. Voilà, ça c'est peut-être quelques points. Le sujet de l'ONF a été évoqué, et je tiens à dire un mot donc au nom des personnels moi, que je représente. Notre syndicat fait partie du collectif SOS Forêt, ainsi que la CGT au sein de l'ONF. Le collectif SOS Forêt regroupe des associations de protection de l'environnement et des syndicats de personnel de l'ONF, dans un certain nombre de régions, Lorraine, en Bourgogne, en Franche-Comté, en Midi-Pyrénées, et mène des actions, notamment auprès des politiques, pour faire comprendre un certain nombre de choses quant à la protection de la forêt et à la nécessité du service public forestier. Nous, ce qu'on met beaucoup en avant, c'est que l'ONF a pris la suite des eaux et forêts, qui était la première administration créée dans ce pays, hein, Philippe Le Bel, puisque très tôt il est apparu que gérer la forêt, c'était de l'intérêt général, c'était du très long terme, et que c'était autrement stratégique, et qu'à partir de là, il fallait que la puissance publique s'en occupe, parce qu'il fallait une indépendance rapport au monde économique. Le problème, donc, aujourd'hui à l'ONF, il y a 2 choses très différentes. Il y a la politique de l'ONF, qu'une bonne partie de ses personnels contestent, parce qu'elle est de plus en plus orientée commercialement. Les financements de l'État étant de moins en moins au rendez-vous, ce qui est de plus en plus demandé à l'ONF, c'est d'aller faire du fric, et de moins en moins de la protection. Donc ces missions qui lui sont confiées par la loi sont de plus en plus dévoyées, et tout simplement,
quand vous avez perdu 4 emplois sur 10 en 30 ans, forcément, vous n'êtes plus en capacité de faire le même travail, notamment de protection de la forêt. Voilà, donc il y a la politique de l'ONF et il y a ces personnels qui, pour un certain nombre, un grand nombre, font ce travail par vocation. Hein. On devient rarement forestier par hasard. Font ce travail par vocation, dans l'intérêt général, pour les générations futures. Ils peuvent faire des erreurs, c'est sûr. On apprend tout le temps, heureusement, c'est jamais fini. Et on peut toujours s'améliorer. Et ces personnels, dans l'ensemble, résistent à ce que l'État commande. Pour vous donner un exemple, ça fait quand même 8 ans que l'État demande que dans ses propriétés, les forêts d'État, que dans ses propriétés, l'ONF récolte 6,5 millions de mètres cubes de bois chaque année. Et sur les 4 dernières années, les forestiers récoltent 1 million de mètres cubes de moins que ça, quoi, hein. 5,6. Donc il y a une vraie résistance quand même des personnels à cette dérive commerciale. Voilà. Donc faire le distinguo est important. On aurait un peu vite fait de clouer l'ONF au pilori, à part que c'est aussi des personnels qui résistent et que au moins ça reste un interlocuteur. Parce que le jour où il n'y a plus de service public forestier, tout ce monde associatif, même politique, pourra toujours essayer d'aller voir les propriétaires privés pour leur dire qu'est-ce qui se passe dans votre forêt. Vous pourrez mesurer la réaction et on se rappellera qu'avec l'ONF, au moins il y avait quelqu'un qui répondait, voire qui tenait compte aussi de tout ça. Donc sur ce qui a pu être dit sur la gestion, nous on rejoint en grande partie ce qu'a pu dire Denis Miège, hein, la futaie irrégulière, donc à savoir avoir un couvert boisé permanent partout et ne plus avoir ce stade de coupe rase ou de coupe définitive où il n'y a plus de grands arbres. En interne, on le pousse très fort. Moi, je travaille dans l'Yonne et la Nièvre. Sur les forêts communales, en l'espace de 20 ans, c'est la moitié des surfaces en forêt communale qui sont passées sous cette gestion-là, donc à savoir 50 000 hectares quand même. Pour la forêt domaniale, c'est vrai que c'est verrouillé pour le moment. C'est verrouillé, mais comme je vais y venir tout à l'heure, on peut, avec l'appui des citoyens, c'est essentiel, obtenir des décisions favorables. Laisser vieillir plus les peuplements et les arbres, on pousse aussi à ça avec certains résultats en interne. Le tassement, rien que la semaine dernière, on intervenait pour que l'ONF, en forêt domaniale et en forêt communale, ait beaucoup plus recours au câble mât pour débarder les bois et ne plus avoir des tracteurs au sol qui, notamment dans les zones sensibles, abîment les sols, avec certains résultats. On verra ça à l'avenir, le paysage, la biodiversité, voilà. Un certain nombre des personnels de l'ONF, tout ça. C'est pas tous les jours la politique de l'établissement, mais en tout cas c'est important de percevoir, de faire bien le distinguo entre les deux. Aujourd'hui, l'ONF est en attente d'arbitrages gouvernementaux, parce que dans une situation financière catastrophique, par défaut de financement de ses missions par l'État, des missions pourtant confiées par la loi, il est tout à fait clair qu'au niveau gouvernemental, on verrait bien orienter l'ONF vers une culture d'entreprise qui agit dans son propre intérêt, dans son unique intérêt d'entreprise, alors que nous, on a été créé et on a ça chevillé au cœur. C'est le service public, c'est-à-dire que notre action elle doit être dictée par les conséquences positives autour de l'ONF pour l'ensemble de la société, que ce soit les citoyens parce qu'ils vivent, ils habitent auprès des forêts, que ce soit pour la filière aussi, hein, c'est 400 000 emplois dans un pays, c'est pas une blague, c'est du social aussi. Que ce soit au profit de l'environnement, de la protection des personnes et des biens dans les régions de montagne, la forêt protège. Voilà. Donc, nous, on veut rester service public et que notre action elle soit dictée par tous les avantages et toutes les conséquences positives autour de nous. Pour conclure, moi, ce que je voulais dire, c'est que les choses peuvent tout à fait changer. Y compris en forêt domaniale. On l'a vu en Île-de-France.
La décision a été prise que toutes les forêts domaniales d'Île-de-France soient dorénavant traitées en futaies irrégulières. Les forestiers, pour un certain nombre, poussaient à ça, mais c'est grâce à la mobilisation des citoyens et des associations, la pression qui a été exercée, qu'à la longue, la décision politique a été prise. Et comme quoi les choses peuvent évoluer. Le contexte, il est favorable. Madame la députée a évoqué les assises nationales de la forêt la semaine prochaine. Un projet de loi forêt qui est sur la table, une médiatisation du niveau national qui est quand même importante depuis quelques mois, des livres qui sortent sur la forêt, et tout ça fait peur. Il y a un conflit avec les lobbies industriels, le monde économique, qui veut faire de la forêt une marchandise, qui est dans l'extractivisme. Le capitalisme se nourrit de ça, de ressources naturelles et d'exploitation des travailleurs. La filière, avec tout ce qui se passe autour de la forêt aujourd'hui, elle a peur et elle investit des gros budgets de communication, 10 millions d'euros pour le dernier en date, pour essayer de persuader les citoyens que continuez à dormir, tout se passe bien en forêt. Donc nous on est là pour vous dire non, c'est pas le cas du tout. Fédérons-nous, ayons une convergence forte, et puis surtout continuer, ça va marcher. Et donc, je suis Vincent Vauclin, je travaille à l'Agence française pour la biodiversité, à la direction régionale Centre-Val de Loire. Et pour 40% de mon temps, j'ai aussi des fonctions de secrétaire général de la CGT Environnement, qui, comme son nom ne l'indique pas, est circonscrite à l'Agence française pour la biodiversité, en fait. On s'est appelé comme ça parce que ça paraissait assez pertinent. Mais Dieu merci, il y a d'autres syndicats CGT qui croisent le fer sur les sujets d'environnement, donc on vient de voir avec ce qu'a dit Philippe. Et, voilà. Alors il y a aussi le syndicat dont je m'occupe, la CGT Environnement. Ouais, ça vraiment micro sur ton menton. Comme ça. Ouais, tu peux le tenir comme ça, ouais. Voilà, et sur ton manteau un peu plus haut. Voilà, parfait. Ouais, ah oui, c'est marrant. Donc oui, je ne suis pas rompu à l'exercice. C'est pas grave. En tout cas, ils ne fonctionnent peut-être pas tous pareil, mais je ne le prends pas souvent. Donc simplement, le syndicat dont je m'occupe, en fait, il est affilié à une fédération qui est la Fédération Équipement Environnement, parce qu'en fait, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en fait, il y a de l'énergie, des transports et de l'environnement à proprement parler. Voilà. Donc, en fait, moi, je me suis rendu compte que dans cette fédération, il y a d'autres secteurs d'activité évidemment qui souffrent. Il faut savoir qu'il y a une projection triennale, donc une obligation de réduire les effectifs sur les 3 ans à venir 2020-2022, qui est de moins 5000 postes donc dans l'ensemble du ministère, sachant que je crois que c'est depuis 2008, il y a 20% des effectifs qui ont été perdus au sein du ministère. Mais ce n'est pas uniquement sur le sujet environnement, de nouveau, c'est aussi sur les sujets équipement, énergie, etc. Mais il n'empêche. Alors, l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, c'est assez récent. En fait, ça a été créé au 1er janvier 2017 par la fusion de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, donc qui était spécialisé sur les cours d'eau, donc les eaux continentales et les zones humides attenantes, mais surtout les cours d'eau, historiquement. Et puis, Agence des aires marines protégées, qui était un peu plus petite, et puis 2 autres organismes encore un petit peu plus petits, l'un spécialisé sur la formation, le GIPATEN, et je vous passe le 4e, mais tout ça donnait un effectif de 1200 personnes. Donc l'AFB est récente, et malgré le nom de biodiversité, n'est pas devenu un généraliste de tous les biotopes continentaux et marins. Elle était encore largement centrée sur ce que les 900 personnes de l'ONEMA faisaient, donc plus les rivières. Donc le processus était en cours d'évolution. Donc on pouvait déjà discuter de la création de l'AFB parce que c'était un petit peu un hold-up de dire qu'on allait faire de la biodiversité. L'AFB a été créée par la loi de Biodiv de 2016 et donnait beaucoup plus de tâches que la somme des personnes qui étaient réunies dans cet établissement. Et au 1er janvier de l'an prochain, c'est l'OFB qui sera créé, donc ce sera Office français de la biodiversité, c'est fusion de l'AFB et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ONCFS. Et là, ça fera 2600 personnes environ. Alors, c'est pareil, l'OFB reprend les missions de l'AFB, qu'elle n'avait pas encore couvert, et les missions de l'ONCFS.
Il faut savoir que, Dieu merci, il y a d'autres gens dans la sphère État qui s'occupent de nature, et notamment dans les DREAL, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Voilà, donc c'est notamment des collègues qui donnent des avis techniques sur pas mal de domaines de la biodiversité en amont des projets, comme nous le faisons sur le domaine cours d'eau principalement et zones humides. Donc il y a les DREAL et dans chaque département il y a les directions départementales des territoires, les DDT ou DDTM quand il y a une façade maritime. Et là c'est des gens qui instruisent les dossiers justement de projets d'aménagement qui peuvent avoir ou qui ont un effet nocif sur la nature, enfin sur les terrains, sur les écosystèmes. Voilà. Simplement, avec la création de l'AFB et de l'OFB, on peut penser que dans un délai relativement court, c'est une intuition, on finira par dire à ces gens, en DREAL ou en DDT, c'est plus vous qui faites parce qu'il y a un truc qui s'appelle biodiversité, donc c'est à lui de faire de A à Z. Si ça se concrétise, il faudra voir si ça se traduit par un transfert d'effectifs ou pas. C'est pas gagné. Voilà. En tout cas, les moins 5000 postes d'ici 3 ans au sein du ministère, c'est y compris pour les DDT et les DREAL, et ce sera aussi un petit peu pour l'OFB. On devrait perdre au moins 60 postes sur ces 3 années. On est moins maltraité que les autres, mais en fait ça a été obtenu, cette moindre baisse d'effectifs, parce qu'on devait perdre 127 par transfert, c'est-à-dire que globalement le ministère perdra, enfin ce que nous on perdra moins, d'autres le perdront plus. Donc enfin, voilà, Bercy a imposé que la baisse globale d'effectifs soit la même s'il y avait un relatif régime de faveur pour le nouvel OFB, notre directeur de la préfiguration ayant fait valoir que ça ne ressemblait pas à grand-chose de supprimer des effectifs dès la première année. Donc la première année, en 2020, on n'aura pas de baisse d'effectifs. Alors, c'est un assez long détour, mais moi ce que je voulais dire là-dessus, c'est il y avait la question de qu'est-ce que, par exemple, l'OFB peut faire ou qu'est-ce que d'autres services de l'État peuvent faire. Il faut voir que sur les projets, il y a des porteurs de projets qui déposent des dossiers, plus ou moins bien ficelés, et c'est instruit par les directions départementales des territoires. Et c'est là que les différents organismes ou services de l'État se prononcent sur l'impact, ou posent des questions parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas comprendre au vu du dossier, si on ne peuvent pas bien évaluer l'impact, et donc avoir éventuellement des préconisations. Et quand ça est fait, donc le préfet, et c'est des DTM en fait pour le préfet, qui est le point de focalisation des différents avis techniques, ils en tirent des conséquences en général. Si tout va bien, si c'est convaincant, si c'est bien argumenté, dans l'arrêté préfectoral, alors soit il y a demande de complément aux pétitionnaires, aux porteurs du projet, soit il y a des prescriptions d'emblée très précises pour limiter les dégâts. Mais c'est jamais que la limitation de dégâts. Nous, au sein de l'établissement, on nous dit bien dans les formations que l'objectif, c'est la limitation des impacts, c'est pas l'évitement. Enfin, alors maintenant, il y a l'évitement qui apparaît, mais en gros, un projet existera, aura très certainement des impacts négatifs, et on essaie de limiter les dégâts. Voilà, donc ça, c'est un point assez important, c'est-à-dire qu'on n'est pas supposé, nous, à l'AFB actuelle, ou les collègues des DREAL, quand ils donnent aussi un avis technique sur tel ou tel projet, se prononcer sur l'opportunité. Or, je pense que la meilleure façon d'éviter un projet qui est nocif, et pas que sur le plan écologique, mais nocif, pas judicieux, une dépense inappropriée, quelque chose qui pourrait être mieux employé ailleurs et qui ferait moins de dégâts et qui aurait une plus grande utilité sociale, c'est vraiment au stade de l'opportunité. Et là, il n'y a pas beaucoup de mécanismes de préservation. Moi, je me souviens de débats, on avait été conviés par RFF sur le futur tracé d'une ligne qui a été pour l'instant mise en sommeil, qui était Paris-Orléans-Clermont-Lyon, donc ligne à grande vitesse. Et on était invités juste, nous et d'autres, sur quel est parmi les 4 tracés celui qui aurait le moins d'impact, ou dites-nous là où ça cloche. Et moi j'avais posé la question de l'opportunité. Et la réponse du gars de RFS avait été de dire, j'ai dit, mais à quoi sert une ligne MDGV? Est-il prouvé que c'est bénéfique globalement? Pas que sur le plan économique, déjà ne serait-ce que sur le plan économique. Le gars avait été assez honnête, il avait dit, en fait il y a des éléments qui montrent que, mais c'est pas toujours très net, et je vous enverrai un diaporama que j'ai eu après, qui était assez mou effectivement. Donc en gros il y a un credo que aménager c'est une bonne chose, et je pense que ça a à voir aussi avec notre vision de la nature. On est rassuré par des aménagements quand la main de l'homme impacte le territoire, ça rassure de voir des créations humaines. Voilà, c'est le credo de départ, et s'il fallait vraiment mettre à charge de la preuve sur les porteurs de projets que ça améliore, et sérieusement, y compris par des alternatives qui n'ont pas été envisagées dans ce projet-là, sans doute ce serait beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que voilà, il y a un préjugé favorable pour l'aménagement, et après, il y a des gens qui rament plus ou moins pour soit contester l'opportunité, soit limiter les dégâts en termes d'impact écologique, ce qui est la partie de notre travail. Alors, je reviens sinon sur le principe éviter, réduire, compenser. Donc c'est ce principe qui a été mis dans la loi de 2016 sur la biodiversité, la même qui a créé l'AFB.
Donc c'est un principe et il ne faut pas avoir de perte nette de biodiversité. Donc tout ça est assez compliqué. Et en fait, dans tous les projets qu'on va passer, en fait, c'est l'évitement qui est la phase préalable. On devrait éviter les impacts sur l'environnement autant que possible, et en général bâclés, voire même absents. Après, il y a la réduction, c'est réduire les impacts. Ça, il y en a un petit peu plus. Et enfin, il y a la compensation. Et ça, là, c'est vraiment les porte-à-flots qui s'ouvrent en grand. C'est vraiment là-dessus que les porteurs de projets axent leur dossier. Et donc, en gros, ce principe qui est quand même plutôt un progrès, il est encore largement imprégné par la culture que, encore une fois, un aménagement, c'est plutôt une bonne chose. Et qu'on laisse faire un aménagement, mais on dit, mais oui, mais on va faire le truc, mais après, vous allez voir ce que vous allez voir, on va compenser 100%. En fait, c'est très difficile. Et ce sera sans doute intrinsèquement très difficile. Et si ce n'est pas difficile écologiquement, ce sera coûteux économiquement, et donc ce sera plutôt répulsif. Donc les porteurs de projets sont assez économes de leurs dépenses en la matière. Ils y vont un peu au rabais, c'est leur intérêt. Voilà, donc ce principe ERC est plutôt une bonne chose, mais on voit tout de suite que ça se heurte à des pratiques culturelles qui sont très antérieures, très anciennes, et donc c'est pas gagné d'avoir ça. Alors, si je reprends les différentes choses que tu as listées comme ce qu'on pourrait proposer, moi, il y a une autre chose qui m'apparaît une évidence, c'est l'enquête publique. L'enquête publique, il n'y a pas d'obligation, elle ne s'impose pas au préfet dans sa décision d'autoriser un projet. À tel point que moi, depuis que je suis dans ce métier, je ne suis jamais allé lire une enquête publique, tellement je n'y crois pas. Tellement ça ne sert à rien, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et je pense que ce faisant, j'ai été très très rationnel. Voilà. Mais c'est vraiment ça. Hein. Mais alors après, j'ai déjà posé la question autour de moi. Mes collègues, c'est pareil, à l'arrivée, je peux vous le dire, ils regardent très rarement. On sait très bien que ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact. Et même, j'ai entendu dire, sans m'être documenté suffisamment, que même sur la commission du débat public, c'est un peu aussi de la poudre aux yeux, même si ça génère des échanges et que ça a certaines vertus, que ça n'arrête pas grand-chose. Donc je pense que ce qui peut arrêter les choses, quand on pense sincèrement que ça ne sert à rien, c'est encore malheureusement le citoyen. Le problème, c'est que le citoyen, c'est pas un professionnel, il fait ça sur son temps libre, et qu'il a plusieurs trains de retard sur le projeteur. Le projeteur, il peut être parfois très puissant quand c'est pour des projets d'infrastructure LGV ou autoroute. Il a une armada de juristes, et aller contredire l'analyse des impacts environnementaux par le bureau d'études que le projeteur a mandaté, c'est extrêmement difficile. Voilà. Alors un autre aspect, c'est que sur les études d'impact faites par des bureaux d'études sur commande du porteur de projet, je n'avais pas pensé, moi, qu'il pouvait être effectivement un peu biaisé et avoir tendance à être sous-estimant afin d'être bien vu et d'avoir plus de chances de décrocher les marchés. Mais il y a quand même une raison première pour que les études d'impact ne soient pas toujours très bonnes, c'est qu'il y a les marchés publics. Théoriquement, dans les marchés publics, dans la plupart des cas, pour choisir un prestataire, c'est 60% sur la qualité de la proposition et 40% sur le prix. De discussion avec, par exemple, des gens de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur les marchés publics qu'ils passent, 9 fois sur 10, alors c'est moi qui dis ce chiffre, je ne sais pas si c'est une bonne statistique, mais enfin en tout cas, dans la majorité des cas, c'est le moins cher, le moins disant qui est pris, pas le mieux disant, c'est-à-dire pas celui. C'est un peu mécanique parce que même les grands groupes proposent des enquêtes publiques, enfin, des prix au rabais pour être choisis. Et après, si jamais ils sont mis en cause sur la qualité de leur étude, ils ont des juristes derrière pour se défendre et ils mettront le surcoût qu'il faudra pour des compléments qui leur seraient demandés, mais ils prennent ce risque et ils cassent les prix pour avoir le marché. Ou des fois, c'est des petits bureaux qui cassent les prix parce qu'ils sont aux abois, il leur faut du travail, ils savent très bien que c'est en dessous du prix raisonnable pour faire un bon boulot, et donc, à un moment donné, ils vont rogner sur des choses. Dans certains cas, on sait qu'ils prennent des stagiaires, donc ils prennent de la main-d'œuvre moins chère. Les stagiaires ne sont pas forcément incompétents, mais voilà comment ils arrivent à tenir et à survivre malgré un prix proposé qui est faible et qui a permis qu'ils soient retenus comme prestataires de tel ou tel projet. Donc ça, c'est extrêmement pervers. Moi, je ne sais pas comment en sortir. Et personnellement, de ce point de vue, moi, j'ai parfois de la sympathie pour les bureaux d'études qui courent après le buffet, qui sont un peu les âmes damnées du service public qui est passé à la stratégie des marchés publics, qui a un caractère aussi libéral et exploitant. Et donc, finalement, la force publique exploite aussi parfois ses agents et parfois ses prestataires, pas forcément de manière délibérée et machiavélique, mais en fait, c'est concrètement ce qui se passe, quoi. Donc, on voit les bureaux d'études qui souffrent, hein, qui sont à la peine, et quand nous, on leur demande des choses en plus, en réunion ou autre, on voit bien que, bon, c'est un peu dur pour eux. Enfin, ils sont assez rodés, mais après, ils vous le disent après la réunion, on en discute. Si on va les voir et leur poser la question, on comprend que, voilà, ils sont aux abois, quoi. Ils ont des difficultés. Donc, c'est pas des conditions pour faire du bon boulot. Et j'ajouterais sur enquête publique également, sur enquête étude d'impact également,
pour avoir récemment posé la question aux collègues de la DREAL, Direction de l'équipement, aménagement, logement, sur leur domaine de compétences, par exemple le chiroptère, le reptile, etc. Moi, quand je lisais la partie sur les espèces terrestres qui ne sont pas de mon domaine, je trouvais que c'était extrêmement flou et je me suis fait dire qu'en fait, j'ai appris qu'en fait, il n'y avait pas de format minimum exigé dans les enquêtes de terrain pour certains taxons. Et donc, on pouvait comprendre que leur rédaction soit un peu floue, que ce ne soit pas super convaincant, parce qu'il n'y a pas de socle minimum qui fait que, bon, alors après, encore faudrait-il qu'il soit bien défini et qu'il soit assez exigeant, mais il pourrait justement faire en sorte qu'on prenne en compte un coût plus élevé des études et qu'on retienne un bureau d'études plus compétent ou prêt à mettre plus de moyens humains pour faire un travail correct, quoi. Et voilà, les citoyens ou les assos qui vont contester la qualité d'une étude d'impact sur le plan du recensement écologique, il y a forcément des longueurs de retard parce que c'est des moyens, c'est des choses qui coûtent 50 000 euros, 100 000 euros ou plus, ça dépend. Et donc comment est-ce que il faut de la compétence et donc du temps humain à dégager un petit peu à l'équivalent pour aller battre en brèche le cas échéant, et c'est pas certain, des bureaux d'études qui peuvent être intrinsèquement compétents mais qui n'ont pas forcément fait l'effort nécessaire, quoi. Ça me paraît assez compliqué. Donc le citoyen n'est pas très bien armé, je trouve, mais... Il faut un fonds. Oui, pardon. Il faut un fonds. Pour les naturalistes en lutte. Mais en tout cas l'idée... Pour les recours. En tout cas, l'idée que ce ne soit pas nécessairement le maître d'ouvrage, le porteur du projet, qui choisisse son prestataire, mais simplement qu'il paye et que l'argent soit mis pour, etc., ça pourrait être pas mal. Vraiment. Juste ça, quand même. Voilà. Je ne sais pas si ça rentre dedans, mais moi j'avais quelques un peu réflexions générales que je me suis noté en écoutant. L'impact des projets ou l'impact des humains, c'est un nombre d'humains fois un niveau de vie moyen, ou une consommation moyenne d'énergie. Donc notre consommation d'énergie, elle est assez élevée en France en moyenne, il y a des gens très pauvres. On s'accroît. Enfin, moi je trouve déplorable qu'au niveau mondial, mais ne serait-ce qu'au niveau national, le malthusianisme soit un gros mot. Je ne suis pas malthusien, mais ce terme-là est vraiment utilisé comme une façon, un slogan pour écarter du débat et pour insulter finalement les gens qui disent qu'on a un problème de densité de population au niveau mondial, ou on en aura un, ça dépend. Mais je pense qu'on en a un, en tout cas, si on multiplie le nombre de personnes fois le niveau de vie qu'on a, qui est doté d'un confort immense pour les gens qui sont aujourd'hui ici. Je pense que la plupart sont des Français moyens, avec, si on en croit l'empreinte écologique, un facteur 3. Il faudrait 3 terres si tous les humains existants avaient notre niveau de vie à nous, Français moyens. Je précise bien. Il y a un autre aspect qui me paraît très important, c'est qu'on a entendu depuis 20 ans ou 10 ans dans les débats, des gens me dire, mais attendez, en France, tout a été anthropisé, modifié, donc il n'y a plus de nature. Alors il y a un type qui est redoutable là-dessus, c'est Christian Lévesque, c'est un type de l'Orstom, qui était un ichtyologue, un spécialiste des poissons tropicaux. Et ce type-là, moi je l'ai entendu dès 2005 dire la directive 4 sur l'eau, c'est pas scientifique, le bon état écologique, c'est une directive européenne sur l'état des rivières, etc. Mais ce type-là est redoutable, parce que, alors j'ai vu qu'il a écrit un bouquin il y a 3 ou 4 ans, là je ne l'ai pas lu, mais je l'ai entendu 2 ou 3 fois à la radio aussi, de dire qu'il n'y a plus de nature parce que la nature est motivée par l'homme, c'est une ânerie. Parce qu'en fait, je pense que la bonne définition de la nature, c'est ce qui peut exister en se passant l'intervention humaine. C'est-à-dire que si vous faites pousser des poireaux dans votre jardin, c'est de la nature. Certes, vous allez le doper si vous mettez des engrais, si vous l'irriguez, mais il pourrait survivre seul sans l'intervention humaine. Et même, quand bien même ce soit une espèce qui a été sélectionnée au niveau agricole pour produire plus, etc. Donc je pense que c'est ça la définition de la nature, et ça, parce que les types qui disent il n'y a plus de nature, ça veut dire on peut y aller. Allons-y, quoi. On peut aménager, on peut vivre sans. Je pense, moi il me semble qu'on ne peut pas vivre sans, mais c'est difficile à prouver, et quand on a des vies très artificialisées, en centre urbain, avec des tas de gadgets électroniques, on peut peut-être oublier qu'on ne peut pas se passer de nature. Je pense qu'il faut reconnecter. Après, il y a aussi le clivage homme-nature, qui date au moins du XVIe siècle, avec Pascal, l'homme comme maître, je ne sais plus quoi, de la nature. Enfin voilà, l'idée de maîtriser ça et de mettre ça à part, donc de se séparer du reste du vivant, et notamment des animaux. Donc je pense que c'est une erreur anthropologique, et je pense qu'il y a pas mal de gens, il y a pas beaucoup de choses qui sortent là-dessus depuis au moins 5 ans, y compris des éthologues, des gens des spécialistes des sciences du comportement animal. Donc c'est une très bonne chose de nous réinsérer dedans, et de ne pas considérer qu'on est à part et qu'on peut s'en passer. C'est une dinguerie. Voilà, je pense que c'est à peu près les choses qui me paraissaient les plus importantes, mais c'est un peu philosophique. Il y a un document, il y a un truc qui s'appelle Observatoire de la biodiversité. En fait, c'est une personne au ministère qui a été réintégrée dans les effectifs de l'Agence française de la biodiversité
Et ce gars-là travaille bien et il fait un document de synthèse chaque année sur l'évolution avec des indicateurs. Donc c'est un document qui fait une 40aine de pages. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est accessible. Et y compris, là, récemment, il a resynthétisé les données d'artificialisation dont il a été question, c'est-à-dire un département français métropolitain tous les 7 ans se retrouve artificialisé. Et il montre par une courbe sur un même graphe que la population française évolue moins vite. C'est-à-dire que notre consommation relative d'espace, par tête de pipe, elle augmente, quoi. Donc c'est sans doute évitable, c'est pas très rationnel tout ça, on ne peut même pas dire que c'est strictement lié à l'accroissement de population française. Voilà, puis pour finir, le pétrole pas cher. Le pétrole c'est quand même redoutable parce que ça donne une puissance démesurée et ça participe aussi de la croyance qu'on peut s'extraire de la nature. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec du pétrole, mais quand on n'en aura plus, on sera bien embêté. Déjà on va perdre en confort, mais aussi on perdra en superbe et en arrogance sans doute. Il faudra être plus intelligent parce qu'on sera moins riche. Nos gouvernants depuis longtemps, mais Emmanuel Macron de plus en plus, sont en train de vendre l'État. Ça, c'est une manière très perverse de vendre l'État justement au privé, au Bouygues, aux Eiffage, au Vinci, parce qu'on voit la face plus visible quand on veut privatiser les barrages, les aéroports de Paris. Donc ça, c'est les outils industriels dont on aurait besoin à un moment si on voulait vraiment être à la hauteur des enjeux et faire une vraie planification écologique. On vend et on laisse partir des savoir-faire industriels dont on a absolument besoin justement pour faire face à cette urgence écologique, et on détruit la puissance publique, c'est ça qu'ils sont en train de vous dire, notamment avec les chiffres hallucinants de destruction d'emplois, parce que justement, lorsqu'on n'a plus d'expertise publique, qui est-ce que vous êtes obligé d'aller voir ? Eh bien justement les entreprises privées. Et lorsque l'État n'est plus capable de faire les choses, lorsque l'État n'est plus capable d'aller analyser des projets, alors il ne reste que le privé qui va dire il faut faire ça, on va vous faire payer ça, qui font les missions d'études de telle ou telle manière. Et ça, c'est une des manières de détruire l'État qui est extrêmement pernicieuse, qui est assez invisible sur certains des aspects, et qui pourtant est fondamentale si à un moment on veut être à la hauteur des enjeux. Parce que si on veut être à la hauteur des enjeux, ça veut dire qu'il faut des contrôles. Si on veut interdire des choses, il faut qu'il y ait des contrôles, sinon ça ne fonctionne pas. Si on veut mettre en place des projets qui soient à la hauteur, si on veut investir, je sais pas moi par exemple dans un changement brutal de l'agriculture, dans une rupture avec ce modèle d'agriculture sans paysans qui est en train de nous empoisonner toutes et tous, et d'empoisonner en premier les agriculteurs, il faut 300 000 emplois paysans. Bah ouais, 300 000 emplois paysans, on les trouve comment ? Il faut former des gens, il faut donner de l'accès à de la terre à des jeunes. Pareil pour, si on parle de transition énergétique, moi aussi je suis une anti-nucléaire, donc si on veut aller vers le 100% énergie renouvelable, je rappelle quand même que les énergies renouvelables sont les seules qui sont résilientes au changement climatique. Parce que cet été, on a vu des réacteurs arrêtés justement du fait du manque d'eau. Donc les seules énergies qui sont résilientes face au changement climatique, c'est les énergies renouvelables. Mais si on veut aller vers les énergies renouvelables, c'est 900 000 emplois. 900 000 emplois, bah là aussi il faut de la formation, il faut de l'investissement d'État. Pareil sur l'éco-construction. L'éco-construction, ils ont chiffré ça pratiquement à 1 million d'emplois si on dégage un peu les bétonneurs qui nous pourrissent la vie. 1 million d'emplois, là encore, il faut des investissements. Et si justement on n'a plus cette expertise publique, on n'y arrivera jamais. Donc ça, c'est important aussi, qu'à la fois on voit la résistance qu'il y a dans le service public aujourd'hui, qui veut justement garder sa mission de service public, et puis de dire nous avons besoin de cette expertise publique absolument précieuse. Et donc j'ai noté toutes les propositions qui ont été faites, de toute façon on en fera aussi un compte rendu, mais tout à l'heure, Philippe, tu disais ils veulent faire de la forêt une marchandise. Et c'est ce qu'on disait aussi autour des centres commerciaux, de la réduction de l'être humain à n'être qu'un cerveau qui achète, qu'une boîte à consommer, et pas un être de culture, un être de sociabilité, un être qui a besoin de rêver. Et autour de toute cette focalisation sur la consommation, une des choses que nous on dit aux côtés des jeunes pour le climat et des moins jeunes pour le climat qui sont en train de marcher, lorsqu'ils disent nous sommes la nature qui se défend. Tout à l'heure tu disais il ne faut pas oublier que l'espèce humaine elle doit vivre en harmonie avec la nature parce que nous sommes interdépendants de toute la vie autour. Et donc nous sommes la nature qui se défend. Justement c'est ça qu'on entrevoit à travers ce projet, c'est pour ça qu'il faut un vrai service public. Et donc je vous remercie vraiment pour toutes ces propositions qui nous seront fort utiles pour co-élaborer cette proposition de loi.
Puis peut-être on va avoir le débat, mais si tu veux. Il y avait des prises de parole dans la... Ouais, mais... Ouais, je voulais faire un pont justement pour arriver justement à ce temps de conclusion. Ah, pardon, pas de pont. Si, des points spirituels. Je voulais d'abord te rappeler notre slogan. Je ne sais pas si tu l'avais entendu pendant la marche il y a un mois pour ANV, mais notre slogan à nous c'est 1000 sources, un fleuve et tous ses affluents, nous sommes la Loire qui se défend. Voilà. Parce que c'est bien de situer aussi, parce que justement par rapport à ce qu'il disait d'un point de vue philosophique sur la question de séparation nature et culture, nous sommes la nature qui se défend, ça peut poser problème, alors que nous sommes la Loire qui se défend, ça pose une situation écologique. Voilà. Je voulais pour faire le pont... Ah merde. La passerelle. Fais la passerelle. La passerelle, le bac. Pour faire le bac, le guet, voilà. Avec la passerelle. Pour faire la passerelle avec la conclusion où on aurait voulu parler d'un des sujets principaux quand même du projet de loi, qui est la question de la forêt comme bien commun. Oui. Je vais d'abord rendre hommage en fait aux camarades de l'ONF qui, au vu de leurs conditions de travail, au vu des suicides dont on parle pas trop, qui ont frappé l'entreprise ces dernières années. L'entreprise, bon voilà, j'ai tout dit. Mais lapsus parle bien ce soir. Voilà. Non mais en vrai, la situation elle est quand même hyper grave et je veux juste me faire la parole de ce que Gaspard Dalens a très bien résumé dans son livre, qui en fait explique tout simplement qu'aujourd'hui, la forêt, on est en train de l'exploiter comme les Scandinaves exploitent leur forêt dans le Nord. Et on est en train de faire la même chose avec ce qu'on a fait avec l'agriculture industrielle, en pensant qu'en fait on pouvait importer en France, tout petit pays, un modèle agricole venant des États-Unis, énorme pays, avec des énormes plaines agricoles. On ne peut pas adapter, en fait, tout comme on ne peut pas adapter l'agriculture des États-Unis en France, on ne peut pas adapter les forêts scandinaves à la taille de la France, en fait, c'est juste pas possible. Et en fait, il y a cette débilité, on ne comprend pas pourquoi, d'inspirer, c'est un système néolibéral, hein, de complètement en fait vendre tout ce qui reste à vendre du service public, c'est hallucinant, dans tous les domaines de compétences qu'on peut avoir aujourd'hui. Effectivement, cette perte de savoir-faire va avec une perte du commun, en fait. C'est ce qui dit service public à la base. Alors aujourd'hui, on a tendance à croire que service public, c'est pas le monopole de l'État. Le service public, c'est en fait avant tout quelque chose qui vient de commun, d'usage qu'on a toutes et tous eu et qu'on a ensuite créé, nationalisé, mis sous la forme étatique, etc. Et c'est maintenant, aujourd'hui, que la forme État est arrivée à son aboutissement. Elle se détruit elle-même pour revendre ce qu'elle a appris et pour empêcher, en fait, et du coup, on perd tout le commun, on perd tout usage. On ne sait plus qu'est-ce que c'est qu'affouer. On ne sait plus qu'est-ce que c'est que d'aller dans un bois et de faire de la cueillette. De moins en moins, on n'apprend pas ça. Oui. Et du coup, par rapport... Non mais je voulais recontextualiser quand même sur l'histoire du lien qu'on voulait faire aujourd'hui entre Sologne et Forêt d'Orléans, ce qui est important. On a là face à face une immense forêt privée qui sert de réserve de chasse, mais avec une continuité forestière qui a quand même une biodiversité hyper intéressante du coup, parce que c'est rare, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça en France où il y a une telle continuité forestière, et une forêt domaniale gérée par l'ONF, qui, on le voit bien, de plus en plus, a tendance à vouloir, en fait, être commercial. Et donc, du coup, on se retrouve quasiment avec deux modèles de commerciaux différents face à face, et on voit bien que, tant du point de vue du bien privé que du point de vue du bien public, il n'y a plus de bien commun. Et c'est ce qu'on peut constater, à mon avis, dans tous les domaines d'activité de nos vies. Et donc la question qui se pose, et c'est la question qui se pose avec ce qu'on fait là, comme lutte, quand on s'ancre, quand on essaie de créer une brèche depuis une situation locale précise, en fait on s'attaque à ça, et on s'attaque à la question de base, qui est la question des terres, parce qu'il n'y a pas de commun sans terre commune. Bien sûr. Et c'est l'enjeu principal, et je terminerai là-dessus, de ce qui se passe à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis la victoire contre l'aéroport, c'est qu'en fait on voit bien que ce qui a été vécu, le commun qui a été vécu, l'expérience commune, collective qui a été vécue pendant 10 ans dans cette zone-là, dans cet endroit-là, c'est quand même assez grand, 2000 hectares, est en train d'être complètement détruit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils sont venus expulser l'année dernière? Ils ne sont pas venus expulser les gens, ils sont venus détruire les cabanes. C'est-à-dire les endroits où les quelques petits savoir-faire, compétences, organisations collectives communes qui s'étaient mis en place, avaient pu exister. Et donc en fait, c'est ça que l'État maintenant aujourd'hui et les entreprises font la guerre aux usages communs. On ne veut plus l'usage commun, tout comme on ne veut plus qu'on se retrouve dans une salle pour parler entre nous. Pour faire le...
la passerelle avec ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu ça l'enjeu en fait de parler de la forêt comme bien commun, c'est parler de la question des usages et de comment est-ce qu'on remet en place des espaces où on peut avoir des usages communs. Et je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre les grands projets inutiles et imposés et le fait d'habiter en forêt et de défendre des forêts en se mettant physiquement en jeu et en apprenant ensemble à revivre et à les recultiver, c'est une manière qui me semble absolument nécessaire si on veut retrouver ce commun-là. Parce que le commun, voilà, il ne s'invente pas tout seul, c'est pas qu'un beau mot, c'est une réalité, c'est une manière de vivre et d'habiter le monde. Et c'est ça qu'on cherche aussi, c'est un art de vivre et pas une manière de gérer la société, quoi. Pardon, je t'ai trop.